Le Togo lui-même, qui veut se positionner en médiateur dans les crises africaines, envoie un très mauvais signal aux opposants qui vont vouloir se réfugier au Togo au nom de la paix dans leur pays. Voilà. Moi déjà, je suis d'accord avec lui, il y a une imprudence chez Damiba. Je peux comprendre que dans le feu de l'action sur le Togo, mais perdurer au Togo, quand c'est les relations qu'on a entre le Togo et les pays de l'AES, moi c'est totalement imprudent. D'autant plus qu'à chaque tentative avérée ou pas, ou supposée de coup d'État, on connaît le narratif, c'est Damiba, la Côte d'Ivoire, la France. Donc il devait, moi, à mon avis, bouger. Après, pour le Togo, il y a deux choses. Soit les preuves ont été irréfutables, on verra, mais je pense qu'il y avait d'autres solutions pour le Togo. Moi, la solution la plus importante, idéale pour le Togo, c'est de demander à Damiba de quitter le Togo. Parce qu'aujourd'hui, le Togo se positionne en médiateur, à la fois dans des crises ouest-africaines, mais même dans la crise de la RDC. Quand vous positionnez en médiateur, quel signal vous envoyez? Ça veut dire que si demain, un fort réussit à obtenir que, je dis par exemple, Joseph Kabila doit venir en exil à Lomé, il ne viendra pas. Plus aucun opposant ne voudra venir en exil à Lomé, parce qu'il va se dire à n'importe quel moment, je peux me retrouver dans le pays. Et puis il y a une tradition d'asile africaine qu'on maintient. Et aujourd'hui, quand vous acceptez, parce qu'on oublie trop souvent les conditions dans lesquelles Damiba est parti. Damiba est parti dans des conditions où, peut-être que Eric pourra mieux en parler que nous, où son armée n'avait pas perdu le combat. Ils auraient peut-être perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Et c'est en ce moment-là que ce soit le Moro Naba, les chefs traditionnels, les chefs religieux, le Togo apparaît pour dire à Damiba, si tu continues de faire de la résistance face à ce qu'enclenche Ibrahim Touré et sa bande, on risque de se retrouver dans le chaos. Et donc, pour éviter le chaos, casse-toi au Togo. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est plus, on parle de droit ou de politique, mais Damiba n'est pas en situation de droit au Togo, il est en situation politique. Et en ce moment, la première solution est politique. Soit on a des preuves irréfutables comme Damiba, en ce moment-là, on le menace, on lui demande d'arrêter, quitte à le garder quelques jours, on lui demande tout simplement de plier bagage. En ce moment, on n'est plus fâché avec les potes burkinabés, mais dans ces conditions-là, le Togo lui-même, qui veut se positionner en médiateur dans les crises africaines, envoie un très mauvais signal aux opposants qui vont vouloir se réfugier au Togo au nom de la paix dans leur pays. Bien sûr. Eric Bayala? Oui, mais sur la question, c'est une question qu'il faut traiter avec circonspection, parce que la posture du Togo gêne un peu. Quand on lit le communiqué, il est clairement indiqué qu'il y a eu des garanties que le Togo a pu obtenir en ce qui concerne que M. Damiba ait un procès équitable et que la peine de mort ne soit pas exécutée contre lui. Mais que sont les partis en présence qui discutent du contenu de son extradition? Vous avez d'un côté le Togo, qui est, j'allais dire, avec un président qui est élu, et de l'autre côté, vous avez une junte militaire, et donc qui n'a pas de légalité constitutionnelle. Et donc rien ne peut engager donc, ces accords-là que le Burkina prend vis-à-vis du Togo. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, n'oublions pas que le lieutenant-colonel Henri Damiba était le chef de la junte qui a fait le coup d'État contre Roch et Christian Kaboré. Et il avait, au niveau de la transition, on a parlé de MPSR 1. Et Ibrahim Traoré arrive avec le même MPCR, mais 2, avec des visions différentes. Et donc, il y a forcément, si vous voulez, depuis toujours, cette volonté manifeste de pouvoir maîtriser Damiba, parce que Damiba avait été le chef dans l'armée d'Ibrahim Traoré, il avait les troupes avec lui. C'est cela. Mais à côté de cela, quand le coup... Ce que je vais vous proposer, c'est de vous permettre de faire votre développement juste après le JT, parce que l'heure commence à presser. Je vais permettre quand même à Sylvain Guédé-Débailly d'en dire un mot avant d'aller à NC News. Sylvain? Oui. D'entrée de jeu? Oui, d'entrée de jeu, moi je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisqu'il sait très bien, c'est à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Yadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradiction, accompagnée d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Dida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc c'est le même Togo, c'est le même Faure. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait? Je disais que le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, c'est de ce mouvement-là que les deux protagonistes qui se disputent le pouvoir aujourd'hui sont ici. Le pouvoir, il y a un qui exerce le pouvoir et puis il y a un autre... Oui, mais parce que Henri-Paul Damiba a eu un contentieux sur un conflit de pouvoir qui n'avait pas été résolu. Et il s'est retrouvé, comment on appelle ça, au Togo.
Et je rappelle que quand il y a eu la confrontation pour que le coup d'État soit consommé, les forces qui étaient fidèles, sinon loyales à Paul Damiba, avaient quand même le contrôle de l'essentiel des institutions. Il a fallu l'intervention de l'archevêque. Ils sont même intervenus pour demander à ses parents d'aller le voir pour lui dire d'accepter, sinon est-ce que pour la paix et la... Pour éviter un bain de sang? Pour éviter un bain de sang. Et donc, c'est dans la précipitation que les négociations se sont faites et qu'il s'est retrouvé au Togo. Mais en même temps, la posture du capitaine Traoré et de son régime vis-à-vis de Damiba arrive quand même à me gêner un peu. Pourquoi? Ils se plaignent de ce que faire un coup d'État est mauvais. Comme si eux-mêmes, ils avaient la légitimité. Je pense que c'est par un coup d'État qu'ils sont venus. Ils avaient estimé que les autorités civiles n'avaient pas la compétence nécessaire pour assurer la défense et la restauration du territoire burkinabé. Et donc, c'est pour cela que Henri Damiba, avec à cette époque-là, le capitaine Ibrahim Traoré, sous ses ordres, qui ont fait le coup d'État contre Roch Christian Kaboré. Chemin faisant, le capitaine Ibrahim Traoré prend d'abord une partie des éléments du même mouvement duquel il est issu pour faire un coup d'État à Damiba. Damiba laisse le pouvoir, il se réfugie au Togo. Il veut aussi revenir prendre sa place parce que c'est sa place que Traoré avait eu à prendre. Maintenant, la posture du Togo sur cette question, c'est que quand bien même qu'il y a eu un mandat d'arrêt et demande d'extradition, mais en droit, ça ne se fait pas de façon automatique. Parce que là où vous vous réfugiez, il faudrait qu'on ait l'assurance que le pays, sinon votre pays d'origine, va vous garantir un certain nombre de droits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'autorité judiciaire burkinabé jouit pleinement d'une légitimité institutionnelle qui ne peut pas être inféodée par des décisions de la junte? C'est ça la question. Parce qu'on a le sentiment qu'on a dit oui au gouvernement togolais pour, j'allais dire, remplir une formalité. Mais jusqu'à ce jour, vous avez vu Serge Daniel qui est intervenu, ni son épouse n'a pas encore eu droit à un avocat. Mais figurez-vous, Ali, il a été interpellé le 16. Le 17, c'est-à-dire un jour après, au lendemain, il a été extradé directement à Ouagadougou. À quel moment on a pu discuter de tout ça? Quelles sont les garanties qui ont pu être assurées pour que Damiba puisse partir? Et de l'autre côté, est-ce que le Togo n'est pas en train d'envoyer un signal? Parce que quand on sait que on a vu la réforme constitutionnelle togolaise aujourd'hui, il y a eu beaucoup de remous dans la société. C'est pour dire, bon, si vous tentez quelque chose contre le régime et que vous vous réfugiez quelque part, nous sommes dans des dispositions où ceux qui viennent se réfugier chez nous, on les envoie dans le pays d'origine. Donc si tant est-il que ça se fait chez nous, figurez-vous que partout où vous serez dans la sous-région, il est fort probable également que vous aussi vous soyez extradé dans votre pays. Donc en clair, nous sommes dans une position où on ne peut pas dire que cette action est loin du politique, c'est une affaire juridico-politique parce que quand on veut prendre le pouvoir, c'est pour assumer des responsabilités politiques au sommet de l'État. Et avec la posture du capitaine Ibrahim Traoré, qui a tout fait pour avoir la peau de Damiba, on essaie de voir comment est-ce que ça va se terminer, pourvu qu'il ait un procès équitable. On a dit que la peine de mort a été restaurée, mais ne sera pas appliquée. Mais on n'a aucune garantie à l'issue de ce procès qui va s'ouvrir et qu'est-ce qui envoie comme signal fort en ce qui concerne le fait qu'il ne soit pas peut-être envoyé à la guillotine. Arthur Banga? J'ai écouté avec un peu d'amusement Sylvain Debailly tout à l'heure qui faisait la drôle de comparaison avec Moïse Dakwasi. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas d'intervention politique. Moi, ce n'est même pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Parce que quand Moïse Dakwasi s'exilait, le gouvernement togolais n'avait pas de discussion avec. Il faut comprendre le contexte dans lequel Damiba part. Damiba part avec intervention politique d'un médiateur chez le Togo. Comme l'a bien rappelé Eric, peut-être que vu d'Abidjan, vous pensez que le coup d'État était consommé, il n'était pas encore consommé. Il y avait encore des forces qui étaient fidèles à Damiba, qui tenaient encore des positions. Il a fallu avoir une intervention d'abord interne, et ensuite l'intervention du Togo, qui devient un médiateur. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Un médiateur, il est là pour concilier les positions. Il peut s'appuyer sur des décisions de justice. Il peut s'appuyer sur du droit pour essayer de concilier les positions. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Il fait ce qu'on appelle des missions de bons offices. Et on demande au Togo, dans ces conditions, d'être un médiateur comme le Togo est en train de le devenir. C'est qui n'est même pas si mauvais comme le Togo dans sa position avec l'AES. C'est bien qu'il y ait des pays qui permettent cette discussion entre la CEDEAO et l'AES. Parce que si on n'a pas le Togo, si on n'a pas de médiateur entre la CEDEAO et l'AES, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est d'avoir une décision politique. Et puis l'idée n'est pas de renverser IB, ça ne sert à rien aujourd'hui. Si le Togo a eu des preuves aujourd'hui que Damiba est impliqué, en ce moment-là, je demande aux Togolais d'être des politiques. Serge Daniel, votre confrère, vient de nous révéler que le monsieur demandait à aller aux États-Unis depuis 2 ans. Mais voilà, Dieu merci, il y va. La portion du Togo devait de rassurer son partenaire, on ne sera pas une terre de déstabilisation. C'est normal si le Burkina estime que sur le territoire togolais, il y a quelqu'un qui le déstabilise, c'est normal que le Togo lui amène des garanties. Donc, il n'y avait pas d'accord autant de l'IDA quoi sur n'importe qui. Là, le Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république. Donc, dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais
c'est que le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. En 2000, la Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est même président de la République. Donc on ne peut pas comparer ces deux situations. Aujourd'hui, le gros problème, il y a deux questions qui sont mises deux problèmes majeurs. La question de l'asile politique qu'on donne à des leaders d'opposition. C'est une tradition africaine. On a eu toujours des leaders d'opposition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, des gens comme... Vous imaginez, maintenant, on se lève, on ramène Sidia Touré, ou bien on ramène Célio Dalein Diallo, on ramène des gens chez eux. Non, on peut tous ici... Vous voyez, on est dans des pays qui sont fragiles. On peut tous ici se retrouver dans la situation de Damiba d'une manière ou d'une autre, où tu vas te retrouver dans un pays comme une terre d'asile. Il faut qu'on ait de la protection pour ces réfugiés politiques. Il faut même que la CEDEAO garantisse ce statut-là à certaines personnes. Maintenant, si elles ont enfreint à leurs obligations, que c'est montré, c'est démontré, dans le cas où vous êtes médiateur, il faut une réponse de médiateur. Une réponse de médiateur, ce n'est pas de livrer quelqu'un à la vindicte, mais c'est d'essayer de retrouver des solutions de paix et de stabilisation. Je trouve que la meilleure, c'était soit même de garder Damiba en prison au Togo, ou bien de lui permettre de partir ou pas, ou sera plus menaçant pour le régime d'Ibé. Parce que je suis bien d'accord, l'idée, ce n'est pas de menacer le régime d'Ibé non plus. Alassane? Alors, deux choses pour moi. La première chose, c'est que ça me dérange personnellement qu'on les qualifie de juntes. Mon très cher aîné me pardonnera, parce que d'autant plus qu'il y a quelques mois à peine, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, délégué, s'était rendu à Ouagadougou pour essayer d'arriver justement à la désescalade. Et je pense que la presse nationale au Burkina comme en Côte d'Ivoire peut contribuer justement à cette désescalade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que les autorités à Ouagadougou, après avoir réussi à faire tomber le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, étaient sur le qui-vive et voulaient à plusieurs reprises l'avoir coûte que coûte. L'avoir, c'est-à-dire l'avoir sous leur protection, ou bien en tout cas l'avoir dans leur périmètre pour l'empêcher de mener quelques actions subversives que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que quand on regarde Paul-Henri Sandaogo Damiba et on regarde Ibrahim Traoré, c'est deux visions qui sont carrément aux antipodes. Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a dit à plusieurs reprises, il est contre le fait que dans la sous-région ouest-africaine, certains États quittent la CEDEAO et se réunissent pour créer donc de nouveaux cercles d'influence. Il est contre ça. Il a même dit clairement dans une interview qu'il ne voudrait pas que notre pays se retrouve comme en 1884 à Berlin. Il n'en veut pas. Il est contre la politique de la lutte militaro-centrée contre le terrorisme et il propose d'autres approches. Il a dit à plusieurs reprises, il a dit qu'il fallait... On a essayé d'amener une autre vision dans la lutte contre le terrorisme, qui est que ce n'est pas seulement par les armes qu'on pourrait le faire, puisqu'il se trouve au Burkina, je répète ces mots, des cousins, des frères qui eux-mêmes, au sein d'une même famille, se retrouvent chez l'ennemi. Donc je pense que un homme qui a une telle vision, d'ailleurs, pour finir, c'était un homme de rassemblement. Il apprenait la réconciliation et il a même fait venir l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou pour tenter d'amener cette réconciliation. Ça n'a pas pu se faire. Et ce sont toutes ces conditions-là qui ont fait tomber le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et quand on regarde, après lui, ceux qui arrivent au pouvoir, qui sont des panafricanistes convaincus, achevés, qui roulent, mais vraiment à l'antipode de tout ce que lui il a eu comme manière de fonctionner et comme vision, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit clairement qu'ils représentent toujours une menace. Le Togo, je ne vais pas revenir sur les brillantes interventions qui ont été déjà faites sur le Togo. Je suis juste contre l'avis de mon cher aîné parce que Sylvain Guédé-Debailly, j'estime que un régime qui a déjà commencé à diffuser depuis des semaines des témoignages de personnes impliquées dans le coup d'État à la télévision nationale, matin, midi et soir, et sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a lu un communiqué, qui a désigné clairement Paul-Henri Sandaogo Damiba comme étant le cerveau de cette tentative de coup d'État qui viserait aussi à éliminer le président en exercice et plusieurs autres cadres du pays, c'est par extraordinaire qu'il aurait droit à un procès équitable. D'ailleurs, il a été pris, sa famille, Serge Daniel l'a dit, n'a aucune nouvelle de lui, il est sans avocat, donc ça veut dire qu'on part déjà mal. Il ne faut pas rêver d'un procès équitable. Tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que la peine de mort, l'absence de peine de mort que les Togolais ont dit dans leur communiqué soit vraiment respectée.